docteur Ndele Lamouyembi Naomi. Je suis médecin à l'hôpital général de référence de Kitambo. Je suis expert en santé publique. Je lutte contre les maladies non transmissibles et silencieuses. Merci pour cette opportunité qui m'a été permis de pouvoir vous parler un tout petit peu d'un sujet assez vaste, mais très complexe. Mais nous allons essayer d'être capables de pouvoir résumer ça en un laps de temps qui nous a été convié. Il m'a été convié de pouvoir parler de la santé en Afrique, le développement et les perspectives. Et nous allons essayer de mettre en relation la médecine moderne et la médecine traditionnelle. J'ai quelques points à vous présenter. Nous allons parler sommairement de la situation locale et les opportunités. Nous allons parler de la valorisation des savoirs traditionnels, des typologies des plantes d'Afrique. Nous allons donner quelques exemples et nous allons parler de certains facteurs clés définis. Nous allons parler de certains défis, les opportunités, les risques et les avantages que nous avons constatés dans certaines études que nous sommes en train de faire. Nous parlerons sommairement de la situation générale du système de santé en Afrique centrale, des hôpitaux en Afrique et les problèmes majeurs que nous rencontrons lors de la prise en charge de nos patients dans le soin hospitalier et les opportunités et stratégies pour la RDC. L'Afrique centrale, qui regorge plusieurs pays, dont la RDC, la RCA, le Cameroun, le Tchad, traverse une phase importante de transformation sanitaire. Malgré les progrès réels, notre système hospitalier reste confronté à de nombreux défis structurels, humains et financiers. Le système santé de la RDC est confronté à des défis importants et majeurs, mais qu'à cela ne tienne, nous avons aussi de nombreuses opportunités de réforme et d'innovation. Nous pouvons dire un mot sur la situation générale du système de santé en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs défis dans lesquels nous sommes confrontés, à savoir l'insuffisance des infrastructures hospitalières. Un petit mot sur la RDC, nous avons 26 provinces, mais nous n'avons pas 26 centres hospitaliers de référence. Nous avons quelques structures de référence, quelques hôpitaux généraux, quelques hôpitaux centraux qui permettent de pouvoir prendre en charge les patients. Et cela pose un grand problème au niveau de la prise en charge des patients. Dans ces mêmes hôpitaux, nous avons un manque d'équipements modernes. La plupart des équipements qui sont dans nos hôpitaux, en tout cas, ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps. Nous n'avons pas le rééquipement, nous n'arrivons pas à rééquiper ou à remodeler les structures sanitaires. Et ensuite, il y a aussi un problème de pénurie au niveau des médecins spécialistes. Actuellement, nous avons plus de 50 000 médecins en République démocratique du Congo. Pour un nombre de 20 millions d'habitants, c'est quand même insuffisant. Et dans les 50 000 là, nous n'avons pas plus de 10 000 médecins spécialistes. Et ce qui arrive, c'est que lorsque les malades arrivent avec des pathologies, nous sommes obligés de faire avec. Nous sommes obligés de les prendre en charge malgré le coût élevé des soins. Les surcharges dans les hôpitaux deviennent parce que lorsque le malade arrive, il n'a pas les moyens de se faire soigner. Il n'a pas le moyen de faire les examens qu'on lui demande. Et cela nous empêche de pouvoir le prendre en charge correctement.
Le malade préfère aller dans un endroit, dans un hôpital, dans un centre médical, se faire soigner à moins cher. Et ensuite de cela, nous connaissons ce que nous appelons une surcharge dans les hôpitaux, surtout lorsqu'il y a il y a un pléthore de patients et il y a peu de médecins. Et en plus de cela, lorsque nous le traitons comme du bénévolat parce que la plupart des malades n'ont pas de moyens. Et nous comprenons que nous arrivons aussi à une dépendance financière parce que la plupart des subventions nous viennent de l'étranger. Qu'à cela ne tienne, la République démocratique du Congo, malgré tous ces défis, malgré les difficultés d'accès aux soins, notre population a besoin de pouvoir se faire soigner pour permettre de bien vivre. Et c'est par rapport à ça que nous avons fait une étude. Nous nous sommes dit, nous devons quand même voir quels sont les aléas, quels sont les paramètres que nous pouvons exploiter pour pouvoir recorriger ou bien donner la motivation au personnel soignant. Nous avons essayé quand même de voir le système santé congolais et nous voyons que notre système congolais est en structure pyramidale. Ça hérite de l'époque coloniale. Au niveau central, nous avons le ministère de la Santé, nous avons les programmes nationaux spécialisés tels que le PNMLS, le programme national de lutte contre le VIH-Sida, le programme national de lutte contre la drépanocytose, nous avons le programme national de lutte contre le paludisme, etc. Nous avons aussi le niveau intermédiaire, là où nous avons la division provinciale de santé, la coordination des différentes zones de santé. Et dans ces différentes zones de santé, nous avons aussi les hôpitaux généraux, les cliniques privées et centres de santé. Tout ça pourquoi? Juste pour créer une atmosphère qui va nous permettre de pouvoir trouver des solutions pour pallier aux défis qui nous sont lancés pour la prise en charge de nos patients. Et ces défis-là, comme je vous l'ai dit précédemment, le manque d'équipement, la pénurie de médecins nous empêchent de pouvoir avancer. Et malgré cela, notre situation en Afrique centrale, nous sommes en train de créer des opportunités, nous sommes en train de chercher à pallier à tous ces problèmes, mais nous avons quand même compris que la situation au niveau des hôpitaux de l'Afrique centrale francophone, il y a quand même le développement des nouveaux hôpitaux privés. Bien que l'État ne nous permet pas de pouvoir avancer, le Congolais, l'Africain, lui, il se dit, il veut créer d'autres structures privées en vue de prendre en charge les patients. C'est comme ça que nous avons plusieurs développements des hôpitaux actuellement privés, malgré le coût élevé des moyens. Mais le Congolais, l'Africain, il se permet quand même de se priver de nourriture ou de se priver d'un plaisir pour aller se faire soigner. Et là, nous avons aussi plusieurs organismes, plusieurs ASBEL, plusieurs ONG qui ont créé des formations spécialisées pour permettre la continuité de la formation au niveau de médecins. Nous avons ensuite des médecins qui cherchent à se spécialiser tant bien que mal, ils cherchent à se spécialiser eux-mêmes. Et nous avons aussi vu que nous sommes aussi à l'ère de la numérisation dans le milieu hospitalier, le développement de la télémédecine et l'implication, en tout cas concentre, l'implication constante des ONG et des partenaires internationaux. Tout ça, c'est juste pour créer une atmosphère pour permettre que la prise en charge de nos patients soit vraiment correcte et au niveau. Et c'est là, nous avons rencontré que beaucoup de nos autorités sanitaires reconnaissent aujourd'hui qu'il y a la nécessité de confronter les technologies médicales à la modernisation des soins dans le système hospitalier. Je vous parle un tout petit peu des opportunités stratégiques que nous avons eu à récolter. Malgré ce qui précède ce que je viens de vous dire, notre pays, la RDC, regorge beaucoup d'opportunités. Les ressources humaines motivées. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de médecins qui se forment tous les ans. Il y a près de 1000 médecins par université qui sortent de notre pays et qui ont besoin de pouvoir exercer. Et à cela ne tienne, il y a les infirmiers, il y a les personnels soignants, tant bien que mal, qui essayent quand même
de remonter la pente par rapport au niveau de prise en charge de notre pays, au niveau de prise en charge de nos patients. Le dynamisme académique, c'est lorsque vous regardez actuellement, nous avons constaté qu'il y a plusieurs hôpitaux, il y a plusieurs universités qui ont été inaugurées. Au niveau du Kasaï, il y a des universités qui ont été créées, il y a des hôpitaux qui ont été créés, qui n'existaient pas jadis. Et actuellement, il y a beaucoup de médecins qui ont le dévouement, qui ont la possibilité, qui ont la volonté de pouvoir venir au sein de ces hôpitaux afin de prendre en charge nos patients. Nous comprenons que la population, elle est très jeune, mais il y a aussi un grand besoin de soins spécialisés. La plupart de nos médecins sont des généralistes et manquent de formation continue. Et nous en avons besoin. Les formations continues, nous en avons besoin pour nous mettre à jour par rapport à l'Europe, par rapport à l'Amérique. Nous en avons besoin. Et actuellement, nous avons aussi besoin d'augmenter les niveaux de compréhension de l'intelligence artificielle parce que apparemment, c'est tout le monde qui se met sur l'intelligence artificielle pour essayer de trouver les voies et moyens pour s'en sortir. Et dans notre pays aussi, l'accès au numérique est maintenant d'actualité. En fait, par rapport à tout ce que je vous ai dit, j'avais fait une réflexion pour essayer de comprendre comment faire actuellement pour essayer de prendre en charge nos patients. Et je me suis dit qu'il y avait deux moyens. Je me suis dit en moi-même qu'il y avait deux moyens. Lorsque vous regardez les pathologies dans le monde, vous vous rendez compte qu'il y a deux types de pathologies. Il y a d'abord les maladies transmissibles, qui sont transmissibles de personne à personne, des animaux aux personnes, et il y a des maladies non transmissibles. Les deux caractéristiques de ces maladies-là, le problème, c'est la prise en charge. Et comment prendre en charge toutes ces maladies? Je me suis vraiment attelée, pas vraiment sur les maladies transmissibles, parce que nous avons des vaccins, nous avons des médicaments dans la médecine moderne, mais je me suis plus centrée sur les maladies non transmissibles que j'ai appelées silencieuses. Pourquoi silencieuses? Parce que lorsqu'elles se développent dans l'organisme de l'être humain, personne ne le sait. Lorsqu'elle commence à faire son incubation et sa transmission, personne ne le sait. Mais au moment où c'est déjà fatal, c'est lorsqu'on le découvre. C'est pour cela que je l'ai appelée silencieuse. Et je me suis permise de dire, si aujourd'hui, dans notre pays, nous arrivons à créer plusieurs hôpitaux, plusieurs centres médicaux spécialisés, nous arriverons quand même à avoir une structure bien déterminée pour avoir comment je peux dire, pour avoir des rapports médicaux annuels. Nous allons avoir beaucoup de rapports médicaux annuels pour savoir, pour maîtriser les épidémies, pour maîtriser les différentes pandémies qu'il y a dans notre pays. C'est pour cela que je me suis permis de pouvoir intéresser à la population, intéresser aux partenaires, intéresser aux décideurs, de pouvoir nous aider, nous, en tant que médecins congolais, à pouvoir créer des centres spécialisés. Je vais vous parler juste évoquer juste une histoire. Vous allez comprendre comment le médecin congolais vit. Chaque jour, nous sommes butés à traverser des embouteillages infernales. Vous quittez votre maison le matin à 7 heures, pendant que le travail commence à 7h30, 8 heures. Vous êtes obligé d'arriver dans votre lieu de travail aux alentours de 9h30, 10h. Pourquoi? À cause des embouteillages. Vous êtes déjà fatigué. Vous trouvez un pléthore de malades qui vous attend et qui ont besoin, ils ont tous besoin que vous puissiez les consulter. Mais vous regardez le nombre de patients qu'il y a, vous êtes vous-même déjà fatigué, vous n'avez pas la motivation, mais vous êtes obligé de travailler parce que vous n'avez pas le choix. Et nous constatons que ça se passe dans tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux généraux, ça se passe comme ça. Malgré qu'il y a des différents hôpitaux, mais le pléthore des patients qui viennent vers nous, simplement parce que chez nous, le coût est réduit. Le coût est réduit au niveau social.
de la communauté. Mais nous avons un sérieux problème au niveau de la prise en charge. Vous allez prescrire des médicaments que le malade ne va pas acheter. Vous allez envoyer le malade au labo. Il ne va pas faire les examens de laboratoire parce qu'il n'a pas d'argent. Et il va s'intéresser à sa famille qui va lui demander d'aller à l'hôpital, mais ils ne vont pas le suivre. Et nous avons plusieurs malades insolvables à l'hôpital que nous avons reçus. Il y a de ceux qui ont déjà fait 1 mois, il y a de ceux qui ont déjà fait 2 mois, il y a de ceux qui ont, il y a de ceux qui ont même accouché, les enfants marchent même déjà. Parce que la famille ne sait pas prendre en charge totalement les patients. Et nous sommes obligés de courir vers les ONG, nous sommes obligés de courir vers les bienfaiteurs pour pouvoir trouver une solution pour libérer nos patients. Notre hôpital, l'hôpital général de référence de Kitambo, est un hôpital formidable, mais qui a besoin d'entretien, qui a besoin d'aide financière, qui a besoin de personnes de bonne volonté pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Nous avons reçu des bienfaiteurs qui viennent solder ou aider les malades qui sont en présence, mais ce n'est pas ce dont nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin de créer un système sanitaire à la hauteur. Créer un système sanitaire à la hauteur. Et en passant, en attendant que ce système sanitaire puisse être créé, j'ai pensé à parler un peu de la médecine traditionnelle. Je me suis aussi penchée un peu sur la médecine traditionnelle. Nous appelons ça médecine traditionnelle, mais en réalité, c'est de la pharmacopée. Nous parlons de la pharmacopée, nous parlons de la phytothérapie. En termes clairs, c'est vraiment le traitement par les plantes, le traitement par les fruits et légumes. Et même les épices dans nos cuisines nous aident à nous prendre en charge. Et c'est dans ce sens-là que je me suis penchée là-dessus et je me suis dit qu'il était grand temps de faire la similitude, il était grand temps de faire une symbiose entre la médecine moderne, avec nos médicaments, nos capsules, nos injections, nos infusions, et la médecine traditionnelle, phytothérapie. Ensemble, nous pouvons aider à prendre en charge nos malades. Parce que le malade, quand il arrive, depuis le début, depuis qu'il est né, il mange mal. Il est confronté à une malnutrition involontaire. Il est confronté à un niveau de vie qu'il n'a pas décidé d'avoir. Mais par rapport à ce qu'il rencontre, il est obligé de se conformer. Mais notre organisme a ses caprices, notre organisme a son fonctionnement qu'il doit respecter. Notre système immunitaire, quand il devient défaillant, c'est là que se créent maintenant les maladies. C'est là que se créent maintenant les différentes maladies. Et dans les maladies non transmissibles, nous avons les maladies cardiovasculaires, nous avons le diabète qui sévit la plupart de nos populations, nous avons l'hypertension qui sévit la plupart de nos populations, l'obésité par la malbouffe. Les gens mangent et ils pensent que quand ils grossissent, ils sont en bonne santé. En réalité, c'est de la morbidité. Et à ça, nous associons aussi la drépanocytose, qui est aussi silencieuse, très silencieuse. Elle est découverte fortuitement, soit lorsque l'enfant fait une crise, les parents ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, et au moment où l'enfant fait une crise, amené à l'hôpital, ils se rendent compte que l'enfant est drépanocytaire. C'est encore un sérieux problème de santé publique. Et à ça, nous avons aussi le cancer. Nous ne savons pas l'origine du cancer. Quel que soit le cancer, de la tête aux pieds, nous savons seulement que les tumeurs, les cancers, c'est juste à cause du dérèglement du système immunitaire. Dans notre organisme, il y a 2 types de mécanismes qui permettent le bon fonctionnement. Il y a l'anabolisme, c'est-à-dire la construction des cellules, et le catabolisme, la destruction des cellules. De ces 2 phénomènes, lorsqu'il y a l'anabolisme complet et que le catabolisme n'est pas complet, c'est là qu'il y a maintenant une différenciation des cellules. Les cellules continuent à s'accroître dans l'être humain et à cela, nous commençons à constater que dans l'organisme, nous développons des tumeurs, nous développons des kystes, nous développons des cellules indifférenciées
qui deviennent destructrices de notre propre corps. C'est là que nous comprenons que le cancer existe, mais il est ravageur. C'est par rapport à ça que moi, en faisant mes études, parce que je suis toujours en train de me rechercher, en train de me former, en train de trouver des moyens pour pouvoir avancer dans la prise en charge de nos patients, j'ai choisi de créer un centre, un hôpital général. Dans cet hôpital général de référence spécialisé moderne, je me dis qu'à l'intérieur, nous pouvons tout avoir. Et la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Les deux ensemble. La médecine moderne, elle va se baser sur elle va se baser sur le traitement des pathologies aiguës en présence. Lors des paludismes, les campagnes de paludisme, la lutte contre le paludisme, nous avons des vaccins, en fait, il y a le moyen de pouvoir traiter les maladies. Mais maintenant, lorsque nous arrivons dans la chronicité, il y a un sérieux problème. Parce que plus tu es habitué à prendre des médicaments, plus tu t'accommodes. Et lorsque tu t'accommodes, tu deviens dépendant de ces médicaments. Et ces médicaments-là détruisent l'organisme. Ces médicaments détruisent notre foie. Le foie qui est le principal organe de régulation organique. Le foie empêche tout ce qui est toxique, tout ce qui est poison. Il permet à l'organisme de bien se modeler, bien se sentir. Ce foie-là qui a besoin d'être entretenu, les reins qui ont besoin d'être entretenus, nous pouvons les entretenir avec la médecine traditionnelle. Ça, c'est à mon entendement. Et j'aimerais quand même dans la salle, je sais qu'il y a des médecins. Ceux qui me suivent aussi, je sais qu'il y a des médecins chercheurs. Mon objectif, c'est de mettre la puce à l'oreille. Que pouvons-nous faire pour pouvoir amener l'être humain à comprendre qu'il ne suffit pas seulement de se faire soigner, mais il suffit de se faire accompagner pour mieux vivre. Et dans ça, moi, j'ai pris un exemple type. Je suis passée au niveau de la phytothérapie. La phytothérapie, la pharmacopée. Je me suis basée sur ça et j'ai pris mon mal en patience. Je me suis basée sur les nutriments constitutionnels des plantes. Vous voyez là, il y a une photo. Vous aurez l'occasion de pouvoir voir davantage. Je vous donne juste un aperçu de ce qui va se suivre après. C'est juste une étude que nous sommes en train de faire au niveau de l'Ansele. Et nous avons des champs. Nous avons des champs à perte de vue. Nous cultivons ces légumes et nous les commercialisons, nous les lançons dans la population avec instruction. Tu ne vas pas consommer cette nourriture comme tu la consommes normalement, mais tu vas la consommer, tu vas la faire, la préparation, tu vas préparer ça de sorte que même si tu as une maladie chronique, le système immunitaire peut être renforcé. Le système immunitaire peut être renforcé et ça peut permettre à ce que l'organisme qui n'arrive pas à continuer à pouvoir te maintenir en vie, l'organisme peut encore te permettre de te maintenir en vie. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour une première phase, nous allons entrer maintenant dans la phase de l'étude de la pharmacopée et de la phytothérapie. Je vous remercie.